Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Pardon, nous construisons, en l'ignorant encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors c'est un paradis pour l'ensemble humain, c'est pas pour un groupe humain, pour une petite partie de l'humanité. En réalité, c'est pour ça que ça concerne les siècles à venir. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps, mais il faudra qu'elle ait réussi à fusionner, donc à fonctionner sur un système universel, à faire tomber les frontières, à arriver à la paix universelle, la fraternité absolue, euh, voilà la fin de l'homme loup pour l'homme. Et à ce moment-là, on, on aura atteint un état d'ultime perfection, le paradis. Voilà. Et c'est ce que nous construisons sans le savoir pour l'instant. Tout l'intérêt de ce site, c'est justement d'essayer d'éclairer ce qu'on construit de façon inconsciente, pour le construire de façon consciente, et donc moins dangereuse, moins violente, au contraire, plus coopérative, euh, plus mutualiste. Voilà. Alors, je continue ma petite réflexion à partir de cet ouvrage que j'ai découvert dans une poubelle. Voilà. Et donc, de Julien Benda, Tradition de l'existentialisme ou les philosophies de la vie. Donc, c'est une réflexion sur l'existentialisme et donc une sorte de l'existentialisme, d'après ce que je lis, ça serait une sorte de philosophie qui se veut la philosophie de la vie, qui réfléchit au réel, à la vie telle qu'elle se vit par les hommes, et non pas la pensée de la vie, une réflexion sur la vie, quelque chose qui serait un peu excentré de l'existence. C'est pour ça que globalement les existentialistes étaient proches de la vie, dans le mouvement de la vie, engagés dans la vie. Camus, Sartre, etc. Alors, je continue, c'est la cinquième vidéo à ce niveau-là, le caractère spécifique de l'existentialisme. L'existentialisme reprend la thèse de la vie contre la pensée avec des traits dont les uns peuvent être dits classiques, en ce sens que la thèse les présenta de tout temps, encore qu'il les pousse souvent singulièrement à fond, dont les autres sont nouveaux et lui appartiennent en propre. Bon, je ne sais pas, mais la façon dont il écrit m'est un peu difficile à bien comprendre en réalité. Mais quand je comprends les thèmes, les thèses, ça me paraît très intéressant et ça permet en même temps de pouvoir vraiment réfléchir en lien avec ma théorie sur la mécanique universelle. Nous rappellerons brièvement les uns et les autres, n'oubliant pas qu'il est de l'essence de cette philosophie de protester, non sans raison, qu'on la trahit du fait qu'on lui prête des propositions identiques à elle-même et clairement formulées. L'existentialisme. Donc, on trahit sa pensée d'après. Donc, le 1, il y a un petit 1 qui revient. Souvenons-nous de la recommandation de Kierkegaard à ses ouailles. Pour ce qui est des concepts existentiels, le désir d'éviter les définitions est une preuve de tact. Le désir d'éviter les définitions est une preuve de tact. Kierkegaard, qui apparemment est un des pères de l'existentialisme. Il continue. Je néglige parmi les traits de cette philosophie ceux qui consistent par exemple à partir en guerre avec M. Albert Camus dans son mythe de Sisyphe contre la raison qui prétend que tout est clair,
ou contre les catégories qui expliquent tout et ont de quoi faire rire. L'homme honnête, faire rire l'homme honnête. Comme si la raison ne s'évertuait pas à nous avertir depuis Auguste Comte que tout un monde lui échappe, comme si les catégories d'un Kant ou d'un Renouvier avaient jamais prétendu expliquer tout. Je ne fais état ici que des penseurs sérieux, c'est-à-dire loyaux. On s'étonne de lire sous la plume de l'un d'eux que l'illusion de la subjectivité, si encline à voir l'absolu en elle-même, est précisément le rationalisme. Apparemment, l'auteur croit, avec Bergson, Brunschwig, Lavègle et d'autres, que la science, depuis les théories d'Einstein, se tient pour une activité subjective. Faut-il prévenir tout de suite que sous ce trait commun, qui est donc l'opposition de la vie à la pensée, l'existentialisme connaît, comme toutes les prédications qui viennent du cœur et non de la raison, des divergences, voire des antagonismes. Heidegger et Jasper, Sartre et Gabriel Marcel, Camus et Fontane. Ce dernier distingue, dans le lundi existentiel, page 28, deux générations d'existentialistes très différentes, du moins quant à leur fortune temporelle. Celle de Kierkegaard, des Kierkegaard, donc des Dostoïevski, des Chestov, et celle des Jaspers, des Heidegger, des Sartre, des Lavelle, des Gabriel Marcel. On trouvera, c'est des générations différentes, on dirait. On trouvera une dichotomie très nuancée dans la brièveté des thèses existentialistes chez Étienne Souriau. Les différents modes d'existence, presse universitaire, page 18. Donc, je continue. Sa volonté centrale, risquerons-nous, est que l'être se connaisse antérieurement à toute détermination de lui-même, par lui-même, hors de tout signe, concept, jugement, choses qui sont de la pensée à propos de l'existence, mais ne sont pas de l'existence. Et là, on voit, peut-être, il y a quelqu'un qui n'est pas cité, c'est Husserl, avec justement cette façon de penser la cessation de la pensée pour aller au plus près de l'existence, au plus près du vrai. Donc, la mise en... ça s'appelle... Donc, c'est proche de l'extase en réalité. Et là, bien entendu que pour aller vers la vérité, et c'est marrant, donc à ce moment-là, on voit que l'existentialisme, c'est une marche vers la mécanique universelle, qui fait que la mécanique universelle est juste au moment maintenant, ma réflexion autour de l'extase en fait, qui est pour moi le summum de la compréhension, mais c'est le corps qui comprend. Les choses, c'est plus du tout l'esprit, mais il n'y a même plus d'action. Il y a encore de l'action chez les existentialistes. L'existentialiste, il supprime la réflexion pour l'action, mais pour construire en fait. Le plus haut, l'étage au-dessus, c'est l'extase, et l'extase, c'est la cessation de l'action, c'est la contemplation. Et là, on comprend, on est dans la pure réalité, on est dans la pure vérité. Et en fait, c'était un chemin vers la vérité, l'existentialisme, en s'éloignant du concept, en somme, pour s'approcher de la vie réelle, de la réalité des choses. Et donc, la mécanique universelle est dans la bonne orientation, à mon sens. C'est la doctrine
pardon, c'est la doctrine du prédéterminisme transcendantal de Jaspers, réplique de la donnée immédiate de Bergson, avec plus de technique encore que chez le philosophe français, à dénoncer ce qui, dans la conscience, relève de la pensée, non de l'existence, et doit être ravalé. La thèse implique deux volontés. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'au summum de l'existence, quand on enlève la réflexion, donc la pensée, on ne peut plus parler, on ne peut plus même expliquer ce qui se passe. C'est le corps qui est au contact de la vérité. Ça, c'est quand même... Et on voit qu'à mon sens, la théorie de la mécanique universelle, c'est la clôture de la pensée. Il n'y a sans doute pas... On ne peut pas aller au-delà de ça. Après, on ne peut que refluer en disant, bon, c'est trop loin, l'extase, c'est pour dans quelques siècles, ça concerne un lointain qui ne nous concerne pas encore, et donc on va maintenant revenir à l'action avec une action qui se rapproche de l'éveil, de l'extase, du nirvana, mais tout en une action créatrice pour continuer à créer l'humanité, mais en tenant compte de cette finalité extatique. La thèse implique deux volontés, que d'ailleurs elle articule, communes à tous les mystiques depuis que leur race existe. Il parlait encore de race en 1947. Petit 1, abolir la distinction du sujet et de l'objet. Et ça, c'est l'extase. Dans l'extase, il y a abolition de l'objet avec le sujet. Parce que le sujet est déconnecté de l'analyse. Donc, il est parmi les objets, mais les objets, c'est lui, il fait partie de tout ça. Il est dans une harmonie, dans une fusion avec le tout. Et donc, c'est une abolition absolue. Deuxièmement, communier par cette détermination avec la conscience de l'univers. Accéder à cet état où l'individu fait bloc avec le tout. Alors, moi, je découvre, hein, je ne l'avais pas lu ça, je le découvre. C'est exactement ça. Donc, mais ça, c'est l'extase. Est-ce qu'ils vont parler de l'extase? Est-ce qu'il va parler de l'extase? Je n'en suis pas sûr. C'était pas au goût du jour à l'époque de l'existentialisme et donc de cet ouvrage qui a été publié, hein, il me semble bien que c'est 47, je vais vous le dire, 47. Accéder à cet état où l'individu fait bloc avec le tout et que l'école appelle le moi dans le monde. Voilà, moi, mais je comprends alors ce que veut dire le moi dans le monde de Heidegger. Je crois qu'il parle de ça, Heidegger. Le moi dans le monde, c'est-à-dire la fusion avec le tout. Mais il y a, dès qu'on parle, dès qu'on analyse, on se met à distance. Si je parle, quand je suis, si j'étais dans un état d'extase, si je parle et que je décris quelque chose, tiens, une voiture, hop, je me suis mis à distance. Déjà, parce que je la vois extérieure. Et c'est déjà une analyse, c'est une vision, et c'est là où je fais un peu la différence avec Husserl. C'est intentionnel, il y a l'intention qui vient, et à partir du moment où il y a l'intention qui vient, on se déconnecte du présent absolu. Et que l'école appelle donc le moi dans le monde. On peut leur en adjoindre une troisième, celle de tirer de l'état d'indétermination de la conscience, qui est donc suppression de tout intelligible, la véritable intelligibilité, volonté nettement exprimée par Bergson. 2. L'intuition de la vie, qui est négation de tout élément intellectuel, devient intelligence de la vie en se tordant sur elle-même
en se renversant, en se dilatant. L'intuition de la vie, qui est négation de tout élément intellectuel, devient intelligence de la vie en se tordant sur elle-même, en se renversant, en se dilatant. Eh bien, c'est l'état d'extase. L'intuition de la vie, être dans l'état d'intuition, qui est négation de tout élément intellectuel, donc abolition de l'intellectualisation. Il n'y a plus de pensée réelle, devient intelligence de la vie, mais c'est une intelligence qui est corporelle, qui n'est pas verbalisée en somme. Voilà. Volonté nettement exprimée par Bergson est qu'un des éléments et qu'un des élégètes les plus qualifiés de Heidegger croit voir chez ce philosophe. 1. Il y a un petit 1. Hein. Quand je dis 1, c'est qu'il y a un petit renvoi. Le principe existentiel fondamental de la philosophie d'Heidegger apparaîtrait, selon M. Wellens, dit un critique de ce dernier, comme un créateur d'intelligibilité ou d'être. Il est, déclare l'exégète d'Heidegger, un effort en vue d'insérer les existences brutes dans les mailles d'une totalité intelligible. En sorte que, selon cette philosophie, conclut le critique français, l'intelligibilité de l'être procéderait de l'activité du sujet. Or, ajoute-t-il, fort justement, la relation sujet-objet est précisément celle que Heidegger entend tourner. La continuité entre l'inintelligible et l'intelligible est nettement exprimée par un existentialiste. Le non-savoir du mystique n'est pas de l'ignorance. Le non-savoir du mystique n'est pas de l'ignorance, mais un mode de savoir. S'abêtir même est une opération de l'intelligence. C'est toute ma théorie est là-dessus. On va vers cette simplicité, vers cet abêtissement. C'est incroyable. Mais c'est s'abêtir au sens où on est bien plus intelligent, en somme. Mais on est niais, on est béat, voilà, il n'y a plus de perversité dans l'esprit. Et dans le recueil existentiel, dans le même sens, le suicide est une opération éminemment vitale. Alors ça pose quelque chose. Parce que quand je dis l'humanité va vers sa perfection, donc cet état d'extase, cet état d'ignorance, le non-savoir du mystique, si on va vers ça, vers ce non-savoir du mystique, est-ce que c'est pas la fin de l'existence? Est-ce que c'est pas la mort de l'humanité en somme? Mais une mort voulue, une mort intégrée, une mort consciente, une mort acceptée. L'humanité a amené son truc jusqu'à sa finalité, et là, il n'y a plus de raison d'exister en somme. Mais est-ce que l'humanité ne trouvera pas une parade à ça? Mais ça me parle parce que j'ai dû y réfléchir, évidemment. Je continue. Ouh là là, mais il est long ce chapitre-là. Ouh, il va loin, il va loin. On est déjà à 19 minutes. On est déjà à 19 minutes. Ah, mais il n'y en a plus même des chapitres après. D'accord. Donc, c'est pas la peine. On va s'arrêter là. Voilà, mais on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie. Vous savez, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires, me contacter si vous voulez participer à ce travail, etc. Et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Je vous remercie de votre bienveillance et c'est dommage, il faut vraiment picorer pour arriver à... Il faut s'acharner pour sortir la substantifique moelle de cette réflexion. Merci quand même. Au revoir.